L'A380 a disparu, le 747 aussi. Mais la demande pour des avions géants, elle est toujours là. Emirates continuera de faire voler ses A380 jusqu'aux années 2040. Lufthansa a ressuscité les siens du désert. British Airways, Qantas et Korean Air, tous ont remis en service ces super jumbos que tout le monde disait finis. Alors si les compagnies veulent toujours des avions monstrueux, pourquoi Boeing et Airbus ont-ils arrêté d'en construire? Et qui va vraiment fabriquer le prochain? Aujourd'hui, 3 pistes très différentes se dessinent. Un 777-10 rallongé, un super A350 baptisé A350-2000, et un fantasme à 20 milliards d'euros, l'A380neo, qu'Emirates tente de relancer sans cesse. Sur le papier, l'industrie devrait déjà avoir son nouveau super jumbo, mais en vrai, aucun constructeur ne s'est engagé, aucun programme n'a démarré, et les plus grandes compagnies du monde commencent à manquer de temps. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le marché veut clairement un nouvel avion de 450 à 500 places, mais pourquoi personne ne le construit? Le truc, c'est que le Super Jumbo était censé être obsolète, inefficace, un vestige de la pensée hub and spoke. Mais les aéroports n'ont pas reçu ce message. Les contraintes de créneaux s'aggravent au lieu de s'améliorer. À Londres Heathrow, on opère environ 80 à 85 créneaux par heure aux heures de pointe, complètement saturé sous son plafond annuel d'environ 480 000 mouvements. Paris-Charles de Gaulle gère jusqu'à 120 créneaux lors des pics. Francfort est limité à 104 mouvements aux heures de pointe. Munich, Zurich, Amsterdam, tous plafonnés. On ne peut pas juste ajouter des vols lorsque la demande augmente. Il n'y a physiquement pas de place. Les hubs asiatiques subissent la même pression. Alors, les compagnies ont une seule option, mettre plus de sièges à chaque départ. Et ce besoin ne fait que grandir. La demande mondiale de voyage continue d'augmenter. Les hubs du Moyen-Orient croissent le plus vite. Emirates, Qatar et Turkish Airlines misent gros sur le trafic de correspondance à haute densité. Le boom de l'aviation en Inde propulse le pays vers la 3e place sur le marché mondial. La Chine retrouve sa croissance après la réouverture. L'Europe a dépassé les niveaux de trafic de 2019. Près de 1000 appareils atteindront l'âge de la retraite dans les années 2030 et 2040. Rien qu'avec la flotte de 777-300ER, la colonne vertébrale des vols long courriers depuis 2 décennies, cela représente des centaines d'avions à remplacer. Dans le monde, 251 A380 ont été construits et 833 777-300ER livrés. Pour faire simple, l'industrie s'apprête à retirer des centaines d'avions de 350 à 550 sièges et aujourd'hui, rien en production ne les remplace vraiment. Au salon aéronautique de Dubaï en novembre 2025, Emirates a fait un geste. Ils ont commandé 65 nouveaux 777-9, puis ont publiquement annoncé leur soutien à l'étude de Boeing sur un appareil plus grand, le 777-10. C'est une version allongée du 777-9. Les spécifications théoriques indiquent que le 777-10 pourrait accueillir entre 450 et 500 passagers en configuration biclasse. Emirates a prévu la possibilité de convertir ses dernières commandes de 777-9 si cet appareil voit vraiment le jour. Le hic, le 777-9 n'a pas encore été mis en service et les réserves financières de Boeing ne sont pas suffisantes pour lancer ce projet pour l'instant. La société a d'autres priorités, comme la certification des 737 MAX 7, MAX 10 et de toute la famille 777X. Pourquoi Boeing y pense alors? Emirates l'a explicitement demandé. Les moteurs GE9X offrent assez de puissance si on les certifie pour une masse maximale au décollage plus élevée. Le chemin technique pourrait être assez direct. Mais allonger un bimoteur pour 500 sièges, c'est tout un défi. Les performances au décollage en cas de panne d'un moteur deviennent critiques. Si un moteur lâche au décollage avec 500 personnes à bord, il faut assez de poussée et de contrôle pour continuer à monter sans danger. Plus difficile avec un avion plus long et plus lourd. Il y a aussi la marge anti-cabrage. Plus le fuselage est long, plus il est facile de toucher la queue au moment de la rotation. Boeing a conçu un système électronique pour le 777X, mais le 777-10 pourrait pousser ses limites encore plus loin. Un bimoteur aussi long et lourd demande aussi des pistes longues et de bonnes conditions, c'est clairement un avion pour gros hubs. Et des renforcements structurels. Ajouter de la longueur signifie une cellule plus lourde, donc une autonomie réduite comparée au 777-9. Le 777-10 n'aura pas assez d'autonomie pour les vols ultra long courriers du projet Sunrise, mais largement assez pour les routes les plus fréquentées du monde. Passons aux chiffres des sièges.
Un A380 d'Emirates compte environ 500 places. Un 777-10 pourrait en accueillir entre 460 et 480 en 2 classes, ou plus de 500 en configuration forte densité pour Emirates. Cela représente 20 à 40 sièges de moins par appareil comparé à l'A380. Pour égaler la capacité de 40 A380, soit environ 20 000 sièges, il faudrait environ 42 à 44 767-10. Pour remplacer 60 A380, comptez 63 à 66 777-10. Ce n'est pas un remplacement à l'identique, c'est quasiment pareil. Et comme les bimoteurs consomment moins de carburant par siège et ont besoin d'une maintenance plus simple, l'économie tient la route. En pratique, seules quelques compagnies dans le monde peuvent régulièrement remplir 470 à 500 sièges sur suffisamment de routes pour justifier une telle flotte. Le 777-10 est donc le plus probable à être construit, le plus susceptible d'être commandé en grand nombre. Il intéresse vraiment les constructeurs. Il est compatible avec l'infrastructure mondiale. Mais Boeing n'est pas le seul à suivre ça de près. Alors que Boeing fait la une avec le 777-10, Airbus étudie discrètement un projet tout aussi ambitieux, l'A350-2000. Un allongement pourrait rallonger le fuselage de l'A350-1000 de 9 à 10 mètres, capacité estimée 430 à 450 sièges, plus efficace qu'un 777-10 sur les vols courts grâce à la plateforme plus légère de l'A350. Et puisque l'A350-1000 est déjà certifié, l'A350-2000 pourrait entrer en service plus rapidement, un parcours de certification moins risqué. Le PDG d'Airbus, Christian Scherer, a confirmé à Aviation Week, au salon aéronautique de Dubaï 2025, que plusieurs compagnies aériennes le réclament. Ces mots exacts, partout dans le monde, les gens nous en parlent. L'objectif stratégique est clair. L'A350-2000 répond directement aux 777-9 et 777-10. Il remplace les 777-300ER chez les compagnies qui en ont assez d'attendre la certification du 777X. Et surtout, il donne à Airbus la domination sur le marché des biréacteurs à haute capacité. Où serait-il le plus fort ? De l'Europe à la côte est des États-Unis, du Moyen-Orient à l'Asie, sur les routes transcontinentales asiatiques très denses, de l'Inde vers l'Europe. Mais Airbus ne l'a pas encore lancé. Pourquoi ? Parce qu'il veut Emirates, Qatar et les grandes compagnies européennes comme clients phares. Et il craint de trop réagir aux demandes d'Emirates, l'expérience de l'A380 leur ayant appris des leçons chères sur les avions de niche. Scherer a avoué qu'Airbus n'était pas fondamentalement limité en ressources, mais qu'ils doivent gérer prudemment leurs moyens d'ingénierie. Traduction, nous pouvons le construire. On a juste besoin d'un business case solide. Et ce business case dépend d'Emirates. Tim Clark, président d'Emirates, joue sur les deux tableaux. Il pousse Boeing pour le 777-10 tout en échangeant en permanence des textos avec Scherer à propos de l'A350-2000. Mais Clark a été clair, l'A350-2000 a besoin d'un moteur plus puissant. Airbus affirme que le Trent XWB-97 actuel peut faire l'affaire avec 2-3 améliorations mineures. Clark veut plus de poussée pour les opérations chaudes et en altitude du Moyen-Orient, ce qui obligerait Rolls-Royce à développer une variante quasi nouvelle du moteur, ralentissant tout le processus. Donc l'A350-2000 est viable, techniquement faisable, juste pas pour tout de suite. Ce qui nous mène à l'option qui refuse de mourir. Tim Clark ne lâche pas l'affaire. Il a proposé à Airbus un A380 modernisé avec des ailes en composite, des améliorations sur le fuselage, une queue plus fine, une structure allégée et des moteurs Rolls-Royce UltraFan. Son projet promet une amélioration de 20 à 25% de la consommation de carburant. Clark a été clair sur sa vision. J'ai toujours le design sous les yeux chez Airbus. La réponse d'Airbus, donnez-nous 20 milliards, on le construit. Traduction, impossible à moins que quelqu'un d'autre ne finance le développement. Réactiver un A380 déjà en possession revient peu cher. Dépenser 20 à 30 milliards pour développer et certifier une nouvelle version quadrimoteur pour un seul client, c'est tout autre chose. Airbus a englouti des milliards dans le programme original de l'A380 avant d'arrêter la production en 2021. La chaîne d'assemblage de Toulouse produit désormais des A321 Neo. Relancer la production de l'A380, surtout un super jumbo en composite, coûterait plus cher que tout le développement de l'A350. L'UltraFan, pas encore certifié.
Rolls-Royce a fait un test au sol en 2023, mais le moteur ne sera prêt pour le vol qu'au plus tôt en 2030. D'ici là, Boeing et Airbus livreront déjà des Super Jumbo bimoteurs. Et le problème crucial, aucune autre compagnie aérienne ne l'achètera sauf Emirates. Aujourd'hui, Emirates exploite 95 à 96 A380 avec un objectif de 110 pour fin 2026. Singapore Airlines en a 12, British Airways 12, Lufthansa 8. Ce n'est pas un marché global, c'est Emirates et quelques-uns entraînent. Clark soutient que les aéroports ont besoin d'avions de 500 places pour gérer les contraintes de créneaux. Il a totalement raison, mais les compagnies ont peur des flottes trop spécifiques. Et elles n'ont pas besoin de 4 moteurs pour 500 places. Une alternative bimoteur, que ce soit le 777-10 ou la 350-2000, répond à 90% des besoins pour un coût beaucoup plus faible. L'A380neo est mort. Pas parce que les compagnies n'aiment pas les gros avions, mais parce qu'elles ne veulent pas de 4 moteurs. Alors, si la 380neo est un rêve futile, pourquoi les fabricants continueraient-ils à s'intéresser au Super Jumbo? Parce que les compagnies prouvent sans cesse que la demande n'a jamais disparu. Les réactivations post-pandémie de la 380 racontent toute l'histoire. Lufthansa en a remis 8 en service. British Airways a réactivé les 12. Qantas a sorti les siens du stockage. Korean Air, All Nippon Airways et Etihad, tous ont remis des A380 en vol. Emirates en fait voler plus de 90 et prévoit d'atteindre 110 actifs d'ici fin 2026 avec des capacités de maintenance pour les garder en service jusque dans les années 2040. Ce ne sont pas des choix nostalgiques, c'était une nécessité économique. La plupart des A380 réactivés volent sur des routes principales à fort trafic, précisément les missions qu'un futur biréacteur de 400-500 places prendrait en charge, parce que les restrictions de créneaux imposent d'augmenter la capacité. British Airways ne peut pas augmenter ses départs depuis Heathrow. Alors ils utilisent l'A380 pour Los Angeles, Johannesburg et Boston, des routes qui ne nécessiteraient peut-être pas 470 places par vol. Lufthansa ne peut pas agrandir Munich. Les A380 gèrent les flux transatlantiques très demandés. Les A380 de Singapore Airlines volent vers Francfort, Londres et Sydney. Les aéroports avec une capacité limitée, qui peuvent accueillir l'A380, incluent Londres Heathrow, Francfort, Paris-Charles de Gaulle, Singapour, Sydney et Tokyo Haneda. L'évolution des réseaux accentue ce besoin. Les compagnies du Golfe et Turkish Airlines s'appuient fortement sur des hubs à haute densité. Les routes ultra long courrier se développent. Les pics de trafic en provenance d'Inde, Chine et Asie du Sud-Est explosent. Les gros avions ne seront plus optionnels, ils deviendront indispensables. Alors, qui regarde vraiment les versions allongées des 777-9 et A350-1000? Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines, British Airways, Lufthansa, Singapore Airlines, ce sont juste quelques-unes des compagnies qui réclament des avions à haute capacité pour des vols avec des créneaux limités. Les grandes compagnies américaines sont peu probables, elles préfèrent la fréquence à la taille. Les méga compagnies chinoises pourraient chambouler tout le marché si jamais elles misent sur des hubs à forte capacité. Avec la croissance chinoise et indienne prise en compte, le marché potentiel sur 20 ans est probablement de 250 à 350 appareils. La vraie question est, quel constructeur fera le premier mouvement? Le consensus se dessine dans toute l'industrie. Bimoteur. 450 à 500 sièges. Un seul pont avec un fuselage ultra long. Moteur GE9X ou Rolls-Royce. Construction majoritairement en composite, destinée à remplacer directement les flottes de 777-300ER et à compenser partiellement la capacité de la 380. Il y a aussi un vrai joker. Les deux constructeurs pourraient simplement estimer que le risque n'en vaut pas la peine. Mais vous vous souvenez des calculs de siège? Un 777-10 ne remplace pas parfaitement un A380. Il s'en rapproche, 460 à 480 sièges contre 500. Il faudra plus d'appareils pour transporter autant de passagers. Et ce n'est peut-être pas plus mal, parce que le vrai successeur de la 380 n'a jamais été un autre double pont.
c'était toujours un bimoteur capable d'offrir 80 à 90% de la capacité pour 70% des coûts d'exploitation. Si l'un de ces avions voit vraiment le jour, ça déterminera à quoi ressemblera le vol long courrier pour le reste du siècle. Plus de fréquences avec des avions plus petits ou une nouvelle génération de véritables super jumbo.